Bonjour, donc nous sommes le Ferret Rescue Society of Ottawa. On a un refuge qui est dédié à 100% pour les furets. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu un guide 101 du furet. Donc on va vous parler de l'entretien, de l'alimentation, les maladies courantes, etc. Donc que vous soyez novice ou expert, vous allez apprendre quelque chose avec nous aujourd'hui. Le Ferret Rescue Society of Ottawa est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2002. À ce jour, c'est plus de 850 furets qui ont été sauvés par le refuge. Les furets qui arrivent au refuge proviennent majoritairement de familles qui ne peuvent plus en prendre soin, mais nous avons aussi des partenariats avec différentes SPCA et autres refuges. Le refuge opère principalement dans la région d'Ottawa et Gatineau, mais il y a également un réseau de familles d'accueil au Québec, notamment à Sherbrooke, Saint-Hyacinthe et Saint-Denis-sur-Richelieu. En tout temps, au refuge, il réside environ une quarantaine de furets. Par contre, plus de la moitié de ceux-ci sont ce que nous appelons des résidents permanents. Des résidents permanents, ce sont des furets qui sont trop âgés, trop malades ou qui ont été trop abusés pour être remis en adoption. Le Ferret Rescue Society of Ottawa est un refuge dit no-kill. Nous n'utilisons pas l'euthanasie, même si les animaux ne peuvent pas être remis en adoption. Notre but, c'est vraiment de leur donner un endroit pour résider jusqu'à la fin de leur jour où ils vont recevoir tous les soins nécessaires à leurs conditions. Pour connaître nos furets à l'adoption ou nos résidents permanents ou aussi la façon de nous aider en devenant un donateur mensuel, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook ou Instagram. La première question qu'on se fait souvent demander, en fait, c'est d'où vient le furet? C'est un animal qui a été domestiqué par l'homme durant plusieurs années. C'est un animal qu'on a domestiqué, en fait, pour la chasse aux rats et aux lapins. D'où la question qu'on se fait souvent demander, est-ce que ça fait partie de la famille des rongeurs? Eh bien non, le furet fait partie de la famille des mustélidés, comme la belette et le bison. Contrairement à la croyance populaire, il ne fait pas partie de la même famille que les moufettes. Comme ses cousins, il est un carnivore strict et ne mange donc que de la viande. Le furet a une personnalité entre le chat et le chien. D'où le chat entre un 18 à 20 heures de sommeil par jour. Le chien, en fait, tout simplement parce que quand il est réveillé, il est hyper actif, donc il a besoin de bouger. On parle quand même d'un 4 heures de jeu qu'il a besoin, réparti en plusieurs sessions de jeu. Ensuite, c'est aussi un animal qui est hyper fragile, en fait, côté santé. Donc, c'est toujours à faire attention. C'est un animal aussi qui est super flexible. Donc, ça aussi, c'est un autre point qu'il faut faire super attention. Par la suite aussi, c'est un animal qui est hyper curieux. Donc, même des fois, on dit qu'il est trop curieux pour sa propre sécurité. Donc, on va vraiment devoir le sécuriser un endroit vraiment pour lui, d'où l'endroit qu'on va dire Ferret Proof. On va vous en parler plus tard dans la vidéo en vous donnant plusieurs points pour vraiment rendre la pièce hyper sécuritaire pour lui. Le furet va se retrouver en différentes couleurs et marquages. C'est important de noter que c'est vraiment des différentes couleurs et non des différentes races. Le furet va se retrouver de toutes les couleurs, de noir jusqu'à blanc, avec différents marquages. La couleur la plus répandue, c'est la couleur zibeline, comme notre ami ici et notre ami ici. En fait, ici, on a un ami qui va être de couleur zibeline foncée et ici, on a un ami qui est plutôt de couleur zibeline pâle avec différents marquages. Au bout ici, on a notre ami très énergique, Duck, qui est plutôt un Dew, donc Dark Eye White. Et ici, notre petite amie Bunny, qui est plutôt Silver. Donc c'est blanc avec différents poils qui vont être entre le gris et le noir. Donc, comment différencier le mâle de la femelle chez le furet? Première chose, les mâles ont tendance à être beaucoup plus grands et plus imposants. Aussi beaucoup plus costaud. Donc on voit ici, on a un mâle et ici une petite femelle. L'autre truc dans le fond pour vraiment différencier assez bien, c'est la distance anogénitale en fait, donc entre l'anus et la vulve pour la femelle qui est juste ici, puis le mâle. Tandis que le mâle, lui, va avoir l'anus ici, mais il va avoir aussi ce qu'on appelle souvent un petit nombril. Mais c'est pas vraiment un nombril, c'est plutôt son pénis. La femelle, elle, n'aura pas de trou au niveau du bédon. Un autre truc aussi, c'est lorsqu'on regarde leurs besoins. Donc, chez la femelle, les selles et l'urine vont être collés ensemble dans le même petit tas. Tandis que chez le mâle, on va vraiment avoir une belle séparation entre les fesses et l'urine, puisque les fesses vont sortir ici et l'urine plus au niveau du bédon. Les furets qu'on retrouve au Québec proviennent principalement de 3 usines, soit l'usine Marshall, Real Canadian Ferret et les fermes Holden.
En fait, le plus commun qu'on va trouver en animalerie, c'est le furet Marshall. Il vient des États-Unis, en fait, donc c'est vraiment, cette usine-là va desservir les États-Unis, va desservir le Québec, le Canada, ainsi que le Japon. Le moyen le plus simple, en fait, de découvrir que c'est un furet Marshall, c'est vraiment le tatouage dans l'oreille, en fait. Il va y avoir deux petits points, un par-dessus l'autre, pour dire que c'est un furet Marshall. Les deux petits points signifient qu'il est déglandé et stérilisé. En fait, le furet Marshall, c'est un furet qui est beaucoup plus doux, qui est plus calme, généralement, quand on les compare avec les Canadiens. Par la suite aussi, il est beaucoup plus svelte, il est beaucoup moins trapu en fait que le furet canadien. Oui, les furets canadiens, on les reconnaît avec leur tatouage, qui est soit une ligne dans le fond de l'oreille ou un H. C'est des furets qui vont être plus gros, plus robustes, plus énergiques et généralement plus mordeurs, donc plus difficiles pour des gens moins expérimentés avec les furets. En fait, quand vous allez adopter un furet en animalerie, il va être vendu stérilisé, déglandé et va avoir eu la première dose de vaccin. La stérilisation en bas âge n'est pas recommandée en fait du tout, puisque ça va apporter plus tard des problèmes de santé tels que la maladie des glandes surrénales. Le déglandage non plus ne sert strictement à rien, puisqu'en fait le furet qui est déglandé, c'est comme si on déglanderait un chat, un chien. Ça ne sert à rien, ça n'empêche pas le furet de se sentir, au contraire, ça change rien du tout, puisque le furet a vraiment une odeur en soi qui est vraiment assez puissante, qui est musquée. Par la suite, on recommande aussi de faire un rappel de vaccin de la maladie de Carré chez votre vétérinaire. Donc, dès que vous adoptez votre furet, le mois suivant, allez faire un examen de santé, faites faire la deuxième dose de vaccin vraiment pour protéger votre animal de A à Z, en fait. Si vous désirez vous procurer un furet, c'est sûr que notre première option, notre première suggestion, ce serait de donner une deuxième chance à un furet qui en a besoin. Donc, soit par le biais du Ferret Rescue Society, ou vous pouvez également consulter les sites de SPA, Petfinder ou encore Kijiji. Si vous désirez vous procurer un fureton auprès d'un éleveur, il y a une seule éleveuse certifiée au Québec qui pourra vous garantir la génétique de ces furetons. Il s'agit de Les Furets du Roi. Nous vous suggérons de consulter sa page Facebook. Vous devrez toutefois vous attendre à une liste d'attente qui peut être de plusieurs années. Donc maintenant, nous allons vous parler de l'alimentation du furet. Comme nous vous avons expliqué précédemment, le furet est un carnivore strict, ce qui veut dire qu'il serait supposé de manger uniquement de la viande et des dérivés. Par contre, on retrouve plusieurs personnes qui choisissent de nourrir leur furet avec des croquettes. C'est sûr qu'au niveau des croquettes, il y a plusieurs niveaux de qualité différents et c'est très important de choisir une croquette de très haute qualité pour votre furet. Nous allons vous expliquer rapidement comment choisir une bonne croquette pour votre animal. Donc, premièrement, il est important de ne pas seulement se fier à l'animal qui est sur l'emballage. Donc, ici, on a la Verslaga Crispy et la Marshall qui montrent tous deux un furet sur l'emballage. Pourtant, lorsqu'on regarde l'analyse qualité, ça ne sent pas des croquettes adaptées pour un furet. Ici, on a la Arthur et la Verslaga complète qui sont beaucoup plus adaptées pour le furet quand on regarde l'analyse qualité. Finalement, ici, on a la Origin qui est affichée comme pour chat, mais pourtant est beaucoup plus adaptée que la Crispy et la Marshall quand on regarde l'analyse qualité. Effectivement, il y a plusieurs choses qui sont importantes à regarder quand on va tourner une croquette pour aller regarder l'analyse garantie. Il y a plusieurs choses comme le pourcentage de protéines, le pourcentage de matière grasse qui doivent se retrouver dans un certain intervalle que vous allez pouvoir voir défiler à l'écran. Toutefois, il y a un certain taux qui est important aussi de regarder puis qui est souvent caché. Ce taux-là, c'est le taux de glucides. Vous pouvez le calculer et plutôt l'estimer d'une façon assez facile. Donc, il s'agit de faire 100% et de soustraire le pourcentage de protéines, soustraire le pourcentage de matière grasse, soustraire le pourcentage de cendres, les fibres et le pourcentage d'humidité. Attention, ça arrive sur une croquette que certains taux ne sont pas indiqués, entre autres le pourcentage de cendres, le pourcentage de fibres et le pourcentage d'humidité. Vous pouvez les estimer en utilisant un 8% pour les cendres, un 3% pour les fibres et un 10% pour l'humidité. Donc, en faisant la soustraction de 100% et de tous ces composants-là, vous allez avoir un pourcentage estimé de glucides. Donc, lorsque vous choisissez votre type de croquette, c'est important de regarder les premiers ingrédients dans la liste d'ingrédients. On veut vraiment que ce soit des protéines et plus principalement, idéalement, des protéines de volaille. Donc, poulet, dinde, caille, etc. On se rappelle que sur la liste d'ingrédients, les ingrédients qui arrivent en premier sont les ingrédients qu'on retrouve le plus dans la croquette. Donc, c'est vraiment les premiers qui sont importants. Ensuite, on veut qu'il y ait le moins possible de fruits, de légumes et de grains.
principalement le moins possible de légumineuses et de pois. Ensuite, on veut une croquette qui a été cuite à basse température et lentement. Pourquoi en fait? Parce qu'une cuisson qui se fait trop rapidement, qui te fait trop chaude, ça va venir détruire certaines protéines, certaines vitamines et certains minéraux, et même que ça peut créer des produits qui sont nocifs pour le furet. Si vous avez envie de vous informer un petit peu plus, vous pouvez aller sur Google et marquer réaction de Maillard. Donc c'est vraiment le quand il va y avoir une cuisson qui va être trop intense, ça va créer des produits qui sont nocifs. Si le type de cuisson n'est pas mentionné sur votre croquette, fort probablement que ça a été une cuisson standard, donc une cuisson qui a été faite à des très hautes températures, très rapidement, donc c'est un petit peu moins idéal pour votre furet. C'est aussi important d'éviter les nourritures de supermarchés comme Friskies, Whiskas et de ne pas assumer que les nourritures vendues au vétérinaire sont nécessairement plus adaptées que les autres. C'est vraiment important de regarder l'analyse qualité, les ingrédients afin de prendre une bonne décision. Si jamais vous découvrez que la croquette que vous offrez à votre furet n'est pas une croquette optimale et que vous voulez la changer, c'est important d'ajouter la nouvelle croquette graduellement. Les furets, c'est des animaux qui sont excessivement sensibles au niveau du système digestif. Si on utilise une croquette un jour, puis le lendemain, on change complètement la croquette, c'est très probable que le furet va avoir des diarrhées, des maux de ventre, il ne filera pas bien. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment y aller graduellement. Donc, on va prendre la nouvelle croquette, puis on va en mettre une petite portion avec l'ancienne, puis on va augmenter graduellement la quantité de nouvelles croquettes. On veut vraiment y aller doucement, donc on va partir avec une petite portion de la nouvelle, une grosse portion de l'ancienne, puis sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on va augmenter la quantité de nouvelles croquettes jusqu'à arriver à 100% de la nouvelle croquette qu'on veut fournir à notre furet. Les furets sont généralement difficiles dans les changements de nourriture. Donc, vous pouvez essayer quelques trucs comme mélanger les différentes croquettes dans un plat hermétique à l'avance afin d'échanger les odeurs. Comme ça, il pourra moins faire le tri entre les deux nourritures. Si encore une fois, il refuse de manger ou qu'il fait trop le tri entre les deux nourritures, vous pouvez tout réduire en bouettes qu'on appelle. Donc, on trempe les croquettes dans l'eau, puis on fait une espèce de petite purée assez épaisse pour les nourrir avec ça. Puis ça devrait aller. Ensuite, c'est vraiment important de toujours offrir à votre furet à volonté de l'eau et des croquettes qui vont être fraîches. Le furet a un transit gastro-intestinal d'environ 4 heures. Donc, c'est important qu'il ait toujours accès à sa nourriture et qu'il ait toujours accès à de l'eau fraîche. Maintenant, nous allons discuter avec vous d'alimentation carnée, aussi appelée le cru. C'est sûr et certain qu'une alimentation carnée, c'est l'alimentation la plus adaptée pour un carnivore strict comme le furet. Par contre, c'est vraiment important de noter que ce que nous allons discuter aujourd'hui, c'est uniquement une introduction. Donc, c'est important que vous preniez le temps par vous-même d'aller faire des lectures ou bien de nous contacter sur la page Facebook pour obtenir plus d'informations. Parce que oui, le cru, c'est l'alimentation la plus adaptée pour vos furets, si et seulement si c'est bien fait. Parce qu'un cru débalancé, c'est pire que n'importe quelle autre croquette. Le cru, comme son nom le dit, se donne toujours cru. Les os, une fois cuits, deviennent dangereux pour le furet. Seulement donner des muscles comme des poitrines de poulet, c'est pas assez suffisant. Il faut vraiment varier les protéines, varier les parties d'animal qu'on donne. Il existe plusieurs compagnies qui font du cru de façon commerciale. Donc, il faut vraiment, encore une fois, s'informer sur la composition du cru, choisir une bonne formule, parce qu'encore une fois, ça peut être débalancé. Puis, c'est pas parce que c'est affiché pour les furets que c'est nécessairement adapté pour les furets. Le cru commercial a une texture un peu molle, un peu comme un petit thé caché. Donc, c'est vraiment important d'avoir une plus grande, de faire plus attention à la santé dentaire de vos furets. Donc, brosser les dents plus souvent et donner des os charnus sous supervision. Pour le cru, la clé, c'est vraiment la variété. Donc, on veut varier beaucoup de sortes de protéines, beaucoup de sortes d'abats. Si on utilise un mix commercial, on veut varier plusieurs types de recettes, etc. Comme Stéphanie vous a expliqué, c'est vraiment important de regarder l'analyse. Si vous le faites vous-même, votre cru, ce qu'on veut, c'est vraiment recréer le plus fidèlement possible ce qu'on retrouverait chez une petite proie. Donc, on va regarder pour avoir environ 45% de muscles dans notre portion, dont 10% va être du gras. Puis, on va aussi inclure des abats musculaires. Des abats musculaires, c'est des choses comme du cœur, du gésier, du poumon. On va aussi inclure 45% d'os charnus. Un os charnu, c'est simplement un os qui va être recouvert de muscles. On ne va jamais aller donner des os qui sont dénudés. Puis, c'est important aussi de donner des os de taille adaptée pour l'animal à laquelle on donne. Donc, ici, un furet, on va utiliser des plus petites parties d'os charnus.
On va aussi utiliser 5% de foie et 5% d'autres abats qu'on va dire des abats sécréteurs. Donc, on va utiliser la rate, le cerveau, les testicules, etc. Si vous utilisez un mix commercial, donc il va avoir une analyse garantie sur la boîte, c'est important de regarder à savoir si votre analyse garantie est écrite en pourcentage d'os pur ou en pourcentage d'os charnu. Parce que l'analyse qu'on regarde va vraiment dépendre de ça. Souvent, les mix commerciaux vont être plutôt en pourcentage d'os pur. À ce moment-là, on va regarder pour avoir entre 75 et 80% de muscles, dont 10% et du gras. Les mix commerciaux ont tendance à être beaucoup trop gras. Donc, on va souvent retrouver en haut de 10%, donc des 20-22%. Ça, c'est beaucoup trop gras. Donc, on veut vraiment aller autour d'un 10% de gras, 10% d'os pur et 10 à 15% d'abats, donc 5% de foie et 5% d'autres abats sécréteurs. Il y a des compagnies comme Big Country Raw qui font des mix qui sont très intéressants puis qui sont adaptés pour les furets. Donc ça existe, mais il faut vraiment s'assurer de regarder l'analyse garantie, de prendre un mix qui va contenir uniquement de la viande, des abats et des os charnus, pas de légumes, pas de fruits, pas de choses comme ça. Et aussi, on veut utiliser le poisson comme source d'oméga 3. Donc, soit on va donner de l'huile de saumon ou bien des petits poissons entiers. On veut en donner, en fait, l'équivalent d'une journée complète de ce que le furet va consommer, mais étalé sur la semaine. Une question qui est aussi souvent posée, c'est que les gens se demandent quelle quantité de nourriture ils doivent fournir à leur furet. Quand on a parlé des croquettes tout à l'heure, on nous a expliqué que c'était important que les furets aient accès à la nourriture en tout temps. Avec le cru, ça va ressembler aussi à ça. Par contre, le cru ne peut pas rester sorti des heures et des heures comme avec les croquettes. Donc, c'est important quand même de calculer la quantité qu'on va utiliser pour s'assurer de limiter les pertes. En général, les furets vont consommer l'équivalent de 8 à 12% de leur poids en viande crue chaque jour. Mais ça va varier. Donc, ça va varier en fonction du sexe du furet, ça va varier en fonction des saisons du furet. Donc, c'est important de toujours suivre le poids de votre animal. Donc, non seulement c'est important pour suivre sa santé, mais c'est important encore plus quand on va nourrir au cru. Donc, ça, on voit qu'il y a vraiment des grosses baisses de poids, des grosses prises de poids qui vont pas concorder avec les changements de saison. Bien, à partir de ce moment-là, c'est important de s'assurer d'ajuster la quantité de nourriture qu'on va offrir. Ensuite, on a souvent la question, est-ce que le cru va rendre mon furet agressif? C'est un mythe qui est malheureusement très répandu. La réponse est assez simple, non. Donc, c'est pas parce qu'un furet va consommer de la viande crue que ça va changer son comportement. C'est un peu comme dire que nous, quand on consomme des tartares, on n'est pas plus agressif par la suite. C'est vraiment pas parce que le furet va consommer quelque chose de cru qui va avoir tendance à chercher plus à mordre ou à chercher le sang, là. Non, ça va vraiment pas venir changer rien au niveau de son comportement. Souvent, avec le cru, les gens ont peur des bactéries comme la salmonelle. Il faut tout d'abord savoir que le furet est un animal carnivore, donc son corps est vraiment conçu pour digérer de la viande crue. Les risques sont donc assez faibles. De plus, il faut seulement avoir une hygiène normale, comme quand vous cuisinez votre poulet. Donc, se laver les mains, laver les plats après chaque repas, puis tout va bien aller. Les gens aussi sont souvent inquiets au niveau des parasites. C'est assez facile de gérer les parasites. Nous, ce qu'on va conseiller, c'est la congélation. Donc, on va congeler la viande, on va congeler les repas plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de fournir la viande au furet. Donc, ça, la congélation, ça va avoir tendance à neutraliser la grande majorité des parasites. Souvent aussi, on va recommander d'utiliser des antiparasitaires quelques fois par année, donc pour s'assurer des vermifugés, etc. Mais c'est vraiment un côté plus sécuritaire. Donc, en général, la congélation, ça suffit. Donc, je voudrais toujours quand même répéter que ce qu'on vous a expliqué ici, c'est une introduction. C'est vraiment pas suffisant pour vous lancer dans le cru comme ça. Prenez le temps d'aller lire, prenez le temps d'aller regarder les sites web, d'aller regarder les groupes Facebook. Puis, ça va nous faire plaisir de vous aider. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook. On a des alternatives aussi au cru, comme le Stella Inshui en fait. On peut donner ça autant en termes de nourriture qu'en termes de gâterie. Le Stella Inshui en fait, c'est vraiment juste de la viande qui est lyophilisée, donc déshydratée avec aussi des morceaux d'os et des abats. C'est vraiment un super beau mélange qu'on peut donner en nourriture ou en gâterie. Le seul hic, c'est que c'est vraiment assez dispendieux. Ensuite, on a vraiment plusieurs sortes de gâteries. Ce qu'on va vraiment privilégier, c'est vraiment des gâteries à base de viande. Il y a juste de la viande ou des os. Il n'y a pas de sucre, pas de sel comme ceux-là ici, comme ça, dans le fond, les Marshall. Dès qu'il y a une saveur, on oublie ça. C'est sûr que c'est vraiment pas adapté pour notre furet.
Ensuite, côté supplément, on va encore y aller avec le principe qu'on ne se fie pas seulement à l'image qu'il y a dessus. Comme par exemple le Goodbye Odor qui a un beau furet dessus qui est fait par Marshall également, qui est supposé enlever l'odeur ou réduire l'odeur du furet. C'est fait à base de plantes, c'est pas bon. Pour diminuer l'odeur du furet, on va plus se fier à une bonne alimentation et aussi une bonne hygiène de la cage. Sinon, comme supplément, ce qu'on peut donner, c'est des huiles de poisson. C'est vraiment ce qui est le plus adapté puis qui va être le plus santé, puis en même temps de servir de gâterie. Puis on peut l'utiliser pour couper les griffes, faire les oreilles dans la routine de soins. Également, quand on donne les gâteries, on peut utiliser l'enrichissement, on peut faire l'enrichissement en même temps. On peut y aller avec des petits jouets pour chiens ou pour chats. On cache les gâteries à l'intérieur, donc les furets doivent chercher comment les trouver et ça les intéresse beaucoup. La question qu'on va souvent avoir aussi, c'est combien qu'on donnerait de gâteries. Honnêtement, on donne juste un 10% de l'alimentation du furet. Si on en donne plus, on va venir débalancer en fait son alimentation. Donc c'est vraiment en petite quantité, comme un chat, comme un chien, vraiment juste pour le fun en fait. Faut penser aussi à la boîte, qui est une chose qui est hyper importante, que souvent les gens oublient. En fait, il faut toujours se rappeler qu'un furet, c'est un carnivore strict. Donc, en fait, dans sa nourriture, dans sa viande il y aurait de 50 à 80% d'eau, tandis que dans les croquettes, on parle de seulement un 10%. Donc, ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est que le furet ne boit pas assez d'eau, ce qui amène souvent des problèmes urinaires, ce qui nous amène encore chez le vétérinaire, qui va vous coûter une facture assez salée, puis aussi qui est souffrant pour votre furet. Pour aider à l'hydratation, quand on ouvre nos croquettes, c'est quand même assez simple. On va faire ce qu'on appelle une boîte. La boîte, c'est facile, c'est des croquettes qu'on va réhydrater avec de l'eau, qu'on va réduire en purée. Cette purée-là, on peut la garder quelques jours au frigo et quand on la sert, on va la diluer avec de l'eau tiède ou chaude. Là, certains furets préfèrent plus chaude et d'autres plus froide. Puis on va la servir 1 à 2 fois par jour, très liquide. Pour inciter nos furets, au début, s'ils ne veulent pas vraiment y goûter, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut y ajouter de l'huile de saumon ou une autre gâterie que le furet aime. Si notre furet est malade ou en sous-poids, on peut utiliser la boîte, mais à ce moment-là, on va la faire très épaisse, un peu comme une texture de pâte à dents. Si notre furet n'est pas malade ou en sous-poids, on va la servir, mais vraiment liquide comme de l'eau. Après l'adoption de son furet, souvent on se demande quelle cage est la plus adaptée. Nous, au refuge, la cage qu'on utilise, qu'on aime vraiment le plus, c'est la Ferret Nation. Si c'est la double, en fait, c'est celle-là qu'on va vraiment privilégier. L'autre alternative qu'on peut avoir, c'est la Critter Nation. La seule différence, c'est vraiment l'espacement entre les barreaux, sinon c'est exactement la même cage. Donc, les points forts de cette cage-là, c'est vraiment des étages qui sont pleins et surtout 2 belles étages qui sont non grillagés. C'est le plus important pour nos furets. Ensuite, c'est l'espacement entre les tablettes. Le plus court que c'est, mieux que c'est pour le furet. Il y a moins de danger en fait qu'en dormant, en roulant, il se blesse. Ensuite, comment on dispose les bols? C'est vraiment comme des bols qu'on attache aux cages. C'est le plus simple, c'est le plus sécuritaire. Il y a beaucoup de furets qui sont du genre à prendre les bols, à les déplacer, à les jeter, les virer de bord. Donc, en étant attaché, on est sûr en fait qu'ils ne les déplacent pas. Contrairement au chat, le furet peut vraiment coller les bols. Souvent, le furet va prendre une croquette, va boire une petite gorgée d'eau et vice-versa. Donc, c'est mieux de vraiment mettre les bols un à côté de l'autre pour pas qu'il y ait besoin de « je mange une croquette, je monte le 2e étage pour aller boire de l'eau ». Si jamais il y a des gens qui ont vraiment peur que leur furet manque d'eau, on peut rajouter en fait la bouteille biberon. C'est sûr que celle-là, on la recommande moins. Vu que c'est un roulement à billes, souvent les furets ont soif maintenant, donc ils se fâchent après parce que ça ne coule pas assez vite. Donc, c'est vraiment important d'avoir le bol d'eau toujours présent dans la cage. Par la suite, on demande d'avoir aussi beaucoup d'espace pour vraiment que le furet puisse se déplacer. Par exemple, qu'il y ait plusieurs coins, un hamac, des lits, à plusieurs places pour qu'il choisisse lui-même où est-ce qu'il veut dormir. Dernière étape, c'est vraiment d'avoir aussi un bac à litière, mais pas un petit bac en coin, vraiment des bacs à chat assez grands pour que le furet rentre dedans, se tourne, se recule, vraiment qu'il y ait l'espace en fait pour aller faire ses besoins. C'est sûr que c'est une cage qui est relativement dispendieuse, mais c'est vraiment celle qui est la plus solide, c'est vraiment celle qu'on préfère la plus. Il y a d'autres alternatives aussi à la cage. Donc, si on a un parc Marshall, qui est une bonne alternative justement à la cage, c'est un des seuls parcs commerciaux qui va avoir un espacement des barreaux qui arrête la plupart des furets, les empêche de grimper par-dessus. Certains vont quand même réussir à sortir de ce parc-là. Donc, dans ce cas-ci, on peut mettre des panneaux de coroplast ou de plexiglas, ou même recouvrir le dessus ici d'espèces
de triangles à rideau de douche, dans le fond, qui vont essayer de faire une surface qui va être difficile à grimper pour le furet. Donc, le parc marchand peut seulement être utilisé comme alternative à la cage. C'est pas une alternative aux sorties. Les sorties, le furet doit sortir au minimum 4 heures par jour, vraiment dans un grand environnement sécurisé. Donc, le parc n'est pas un environnement assez grand pour les sorties. Comme elle l'a mentionné, c'est vraiment 4 heures par jour et en plusieurs espacements. Exemple, que vous sortez, vous avez toujours la cage qui est ouverte, mais que le furet n'a pas d'interaction avec vous, il va retourner se coucher. Donc, c'est vraiment important de soit toujours le laisser lousse dans un environnement qui est sécuritaire, donc on va toujours dire furet-proof, ou de vraiment jouer avec lui. Mais vraiment, ce qu'on dit toujours, ne pas laisser le furet dans le parc fermé, ce n'est vraiment pas du temps de sortie. Donc, depuis le début, on vous parle du terme furet-proof, donc c'est le moment où on vous en parle. Dans le fond, dès qu'on parle d'une sortie d'un furet, on en vient toujours à notre 4 heures, c'est vraiment important d'avoir une pièce qui est sécurisée. Le mot d'ordre, en fait, à toujours se rappeler, c'est dès que la tête passe, le reste du corps passe. Donc, il y a plusieurs étapes à suivre pour vraiment rendre une pièce qui est furet-proof. Donc, premièrement, il faudrait s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la pièce, pas de trou qui mène à l'extérieur, dans les murs. On peut aussi vérifier les électroménagers comme la sécheuse, le tuyau d'échappement de la sécheuse est très dangereux. Les furets, souvent, ils vont sortir à l'extérieur par là. Aussi, la sécheuse en tant que telle est quand même un très grand danger pour le furet qui peut entrer à l'intérieur. Puis, on part à la sécheuse. Ensuite, on a tout sécurisé en arrière, aussi de la sécheuse en dessous. Tous les électroménagers de la maison, finalement, le four, le frigo. Ensuite, on veut sécuriser les hauteurs, aussi les escaliers, les tables hautes. On veut vraiment s'assurer qu'ils ont pris accès à rien, qu'ils peuvent grignoter. Donc, du caoutchouc, des chaussures, la nourriture qu'on aurait laissé traîner. On veut vraiment s'assurer qu'ils n'ont pas accès à ça. Ensuite, les plantes aussi dans la maison qui peuvent être très toxiques pour le furet. On ne veut pas qu'ils puissent y avoir accès, qu'ils puissent les grignoter. Les parfums, tout ce qui est parfum sent bon, les huiles essentielles, c'est vraiment toxique au furet, juste les respirer, c'est vraiment dangereux pour eux, même si c'est naturel, c'est vraiment pas bon pour eux. Donc, tout ce qui est furet-proof, c'est jamais terminé. Il faut toujours continuer à revérifier toutes ces choses, tous les coins, toutes les nouveautés dans l'environnement, il faut vraiment s'assurer que c'est toujours furet-proof. Ouais. C'est aussi anodin, mais tu sais, comme on parle d'un divan qui est comme peut-être pas dangereux, mais dès qu'il y a un mécanisme, par exemple comme un divan-lit, un L-rang, en fait, c'est les divans où on tire le bras, dès qu'on le referme, c'est assez fort pour tuer votre furet. Donc, c'est vraiment important, dès que votre furet est en liberté avec vous dans une pièce, qu'il y a des mécanismes, on va vraiment s'assurer que le furet n'est pas là quand on va le fermer. Ensuite, jamais on veut comme des choses aussi comme simples et niaiseuses, mais les hamacs, souvent on pense pas à ça, mais tu sais, exemple qu'un furet est en train de jouer dedans, il se pogne dedans, puis on s'en rend même pas compte, il pourrait même s'étrangler avec son propre hamac, exemple qu'il y aurait des trous qui a roulé dedans. Donc c'est vraiment toutes des choses qu'il faut vraiment surveiller à tous les jours. Une fois qu'on s'est assuré que tout est vraiment sécuritaire, dans le fond, qu'il ne peut pas grignoter du plastique, pas de chaussures, exemple que vous avez un tas de linge qui traîne, tu sais, vraiment, qu'on ramasse du linge, qu'on le met dans la laveuse, ça peut être aussi très dangereux. Donc, c'est vraiment s'assurer qu'il n'y a rien qui traîne, qu'on a toujours accès à notre furet. Donc, dès qu'on a une pièce qui est sécuritaire comme celle-là, mais que tout ce qui nous reste, c'est la porte à fermer, mais qu'on ne veut pas toujours avoir la porte fermée, qu'on veut avoir accès avec un regard rapide sur les petits furets qui sont en liberté. On a toujours les barrières en fait que peut mettre dans les portes. Autant le grillage Marshall qu'on avait parlé tantôt qui peut servir de remplacement à une cage, peut aussi servir pour bloquer l'accès, ou vraiment les barrières pour bébé qui sont vraiment complètes, vraiment qu'il n'y a pas d'espace en dessous, ce que le furet peut sortir, ou qui peut grimper après. C'est vraiment le plus important, c'est d'avoir une barrière étanche et sans manière de grimper. Donc, comme avait dit aussi ma collègue, c'est vraiment important de toujours revérifier le furet-proofing, dans le sens que à tous les jours, dès qu'on déplace un meuble, on rajoute un nouveau truc, on s'assure en fait que le furet, c'est pas dangereux pour lui, qu'il n'y a pas de danger dans le fond, qu'il puisse en manger des morceaux, qu'il fasse des occlusions, ou qu'exemple, qu'il saute sur un divan, qu'il tombe en bas, qu'il se casse une patte. C'est toutes des affaires qui peuvent arriver aussi anodin que soudain. Quelque chose qui est très important aussi avec les furets, c'est l'apprentissage à la propreté. Attention, par contre, les furets, c'est vraiment pas comme des chats. Donc, on peut pas s'attendre à ce que le furet soit 100% propre ou qu'il aille d'instinct dans sa litière. Il y a vraiment un apprentissage qui doit être fait et il y a vraiment deux types d'apprentissage. Donc, on va avoir l'apprentissage qui va se faire dans la cage ou hors de la cage. Pour la propreté dans la cage, on va déjà favoriser une litière qui est adaptée. C'est-à-dire qu'on oublie les petites litières en coin qui nous sont suggérées à l'animalerie. On va plutôt utiliser
une litière conçue pour les chats qui est rectangulaire. Puis il faut qu'elle soit assez grande pour que le furet puisse entrer au complet dans la litière et se retourner. Souvent, le furet va aimer faire ses besoins dans le coin de la litière, donc il doit être vraiment capable de se retourner pour sentir le bon coin. Si le furet a tendance à faire ses besoins dans un autre endroit que la litière, ce qu'on peut faire pour aider, c'est qu'on peut prendre les selles puis les déposer dans la bac à litière, comme ça il va les sentir, ça va l'attirer. On nettoie rapidement aussi où est-ce qu'on veut pas qu'il fasse ses besoins avec quelque chose comme du vinaigre ou un nettoyant enzymatique. On peut aussi nettoyer la litière avec une solution d'eau de javel. Ça, c'est une odeur qui va attirer le furet pour faire ses besoins. Ensuite, pour ce qui est de la propreté hors cage, donc je vous conseille vivement d'y aller une pièce à la fois. Donc un petit peu comme on a expliqué pour la cage, s'il y a des coins que vous voulez pas que votre furet fasse ses besoins, parce que majoritairement les furets vont faire leurs besoins dans les coins, vous devez les bloquer, donc bloquer l'accès. C'est important aussi d'avoir au minimum un pipi pad ou une litière par coin. C'est quelque chose d'important. Le furet va pas courir à travers toutes les pièces de la maison pour aller dans sa litière. Il va toujours aller au coin le plus proche. Donc, assurez-vous d'avoir un nombre suffisant de litières et de pipi pads. Pour votre litière, un petit peu comme en cage, donc vous pouvez utiliser soit des nettoyants avec de l'eau de javel, des choses comme ça qui vont avoir une odeur qui va attirer le furet pour aller dans sa litière. À l'inverse, si vous avez des hors-pistes ou des déjections qui vont être faites à côté, on veut vraiment utiliser quelque chose qui va venir neutraliser l'odeur. Donc du vinaigre, un nettoyant enzymatique, etc. Dans votre litière aussi, assurez-vous d'utiliser un substrat qui est adapté. Donc on ne veut pas utiliser de ribes de bois, on ne veut pas utiliser de litière à chat agglomérante. On veut utiliser quelque chose qui est dépoussiéré et quelque chose qui agglomère pas. Donc vous pouvez utiliser des granules de bois à 100%, donc c'est vraiment des granules de bois durs 100%. Vous pouvez utiliser des granules de papier recyclé, des choses comme ça. Donc il faut vraiment que ça soit pas poussiéreux puis pas agglomérant. Ensuite, lorsque votre furet se réveille, c'est particulièrement là qu'il va avoir tendance à faire ses besoins. Donc, au réveil, prenez votre furet et positionnez-le à l'endroit où vous voulez, où il aille faire ses selles et ses besoins. Si le furet fait ces choses que vous voulez qu'il fasse au bon endroit, récompensez-le. Donc, les furets souvent sont gourmands, sont motivés par les gâteries. Donc, c'est une bonne chose de leur associer un bon comportement avec une gâterie. Aussi, soyez patient, ça peut prendre beaucoup de temps à un furet à comprendre correctement. Allez-y pièce par pièce, allez-y doucement. Mais encore une fois, ne vous attendez pas à ce que votre furet soit comme un chat. Votre furet va toujours faire des hors-pistes, vous allez devoir en ramasser à tous les jours, c'est sûr et certain. Donc si c'est quelque chose qui vous stresse, que votre plancher est tout en tapis ou quelque chose comme ça, assurez-vous de protéger les coins. Si votre plancher est super beau puis que vous voulez pas avoir de petits besoins à côté, mais peut-être que le furet n'est pas nécessairement le bon animal pour vous. Donc au refuge, on a souvent la question, comment est-ce que je peux faire pour empêcher mon furet de mordre? Il faut comprendre en fait qu'un furet communique avec sa bouche. Donc c'est impossible qu'on puisse leur apprendre à ne jamais mordre. Mais on peut quand même jouer sur le niveau de la morsure. En général, il va y avoir 4 grands types de morsures. Donc, on va avoir un furet qui va mordre parce qu'il est trop excité, qui cherche l'interaction avec son maître, des choses comme ça. On va avoir des morsures, par exemple, de stress. Donc, un animal qui arrive dans un nouvel environnement, il est stressé, il a peur. On va avoir aussi des morsures de furets qui veulent jouer, mais qui ne savent pas se doser, donc qui vont mordre trop fort. Et on va avoir des morsures de furets qui vont être malades, qui vont être en douleur. Donc, c'est important. La première chose à savoir, c'est vraiment important, votre furet ne va pas mordre pour rien. Donc, commencez par l'observer. Essayez de déterminer pourquoi votre furet agit comme ça. C'est vraiment la première étape pour ensuite faire les bonnes actions pour régler le problème. Pensez aussi que tout ce qui est punition, ça fonctionne pas. Ça risque même d'aggraver votre problème. Donc, prendre le furet par la peau du cou, mettre le doigt dans la bouche, donner des pichenottes, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas recommandé. On vous recommande vraiment d'utiliser des techniques d'éducation positive. On a beaucoup de gens aussi qui vont nous parler de soumission, de dominer les furets. Par exemple, qu'ils les prennent par la peau du cou, puis quand le furet va bâiller, c'est parce qu'il se soumet, c'est faux. C'est vraiment un mythe là, de soumission, des choses comme ça. Ça fonctionne pas. Donc, utilisez vraiment des techniques d'éducation positive.
Le premier type de morsure, donc les morsures d'excitation, on va retrouver ça chez des furets qui ont beaucoup trop d'énergie. Donc ça peut être simplement des furets qui sont en général plus énergiques, donc je pense aux Canadiens, ou bien des furets qui n'ont pas assez sorti. Parfois ça arrive que les gens vont nous dire « Oui, mais mon furet il sort son 4 heures par jour, puis pourtant il est toujours plein d'énergie. » Est-ce que vous vous assurez de stimuler votre furet? Parce qu'un furet qui sort dans un environnement qui est toujours le même, il va très rapidement s'ennuyer. Donc, à partir du moment où il va y avoir une nouvelle stimulation, mais c'est sûr et certain qu'il va devenir super excité et qu'il peut vous mordre. Donc, assurez-vous que votre furet sort assez, qu'il est assez stimulé. Comme ça, ça devrait vraiment beaucoup aider au niveau de la morsure d'excitation. La deuxième type de morsure, ça va vraiment être au niveau du jeu. Donc ça, c'est souvent des furets qui vont pas réaliser que notre peau est pas aussi solide que la peau de leurs amis. Parce que les furets, entre eux, ils se mordent très fort, donc ils ne sentent pas nécessairement que la morsure qu'ils vont nous faire à nous sur notre peau, qui est beaucoup plus fragile, va nous blesser. Donc, ce qu'on va recommander de faire, c'est premièrement s'assurer que votre furet a assez dépensé son énergie, qu'il n'est pas trop énervé pour pas vous faire des morsures d'excitation. Mais maintenant, comme votre furet va avoir dépensé son énergie, vous utilisez vos mains pour jouer avec lui. Ne le punissez pas parce qu'il vous mord lorsque vous jouez. C'est sûr qu'il va toujours vous mordre un petit peu en jouant, mais à partir du moment où il va vous mordre trop fort, donc il y a du sang, ça vous blesse vraiment beaucoup, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit un non sec, donc non, et on arrête l'interaction. Le furet, ce qu'il veut, c'est jouer avec vous. Il cherche l'interaction avec vous. Donc, avec le temps, il comprend. Je mords trop fort, mon maître arrête de jouer avec moi. Donc, c'est sûr que ça prend de la patience, mais avec le temps, votre furet va comprendre à doser le niveau de sa morsure. Un autre type de morsure aussi qu'on voit souvent, en fait, c'est une morsure dite, en fait, de peur. Exemple, vous avez un nouveau furet qui vient d'arriver dans la maison, tu sais, il explore, il cherche, il regarde, puis là, vous arrivez vraiment vite par en arrière, vous le prenez, ça se peut qu'il a juste fait le saut, il surveille et vous mord. C'est vraiment pas une morsure qu'on doit corriger, c'est juste dans le fond à nous de, juste comme la prochaine fois, on va arriver tranquillement, on va lui parler, on va juste le flatter, juste pour qu'il comprenne que, whoop, ok, je suis là. Des fois, ça peut prendre un certain temps aussi, je veux dire, tant qu'un animal s'habitue à nous, je veux dire, c'est pas instantané, c'est pas parce qu'on veut tout donner l'amour du monde, ça veut dire qu'il va nous faire confiance. Des fois, ça peut prendre juste une semaine, des fois, ça peut prendre des mois. Même, il y en a qui, après des années, continuent à se faire mordre par leur femelle juste parce que le furet, exemple, aime pas être manipulé de cette manière-là, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment juste important de toujours comme s'annoncer, si on peut dire, envers notre furet quand on vient pour le manipuler. Aussi, un truc important que souvent les gens vont oublier, en fait, c'est vraiment le feulement. Tu sais, souvent, le furet, exemple, qui a peur, il va feuler. C'est exemple qu'il feule comme un chat va le faire, mais qu'on continue, on persiste, c'est normal qu'il va mordre. Un peu comme un chien qui grogne pour annoncer qu'il a peur. C'est vraiment un bon signe aussi pour nous annoncer que continue puis je vais te mordre. Dernier point, en fait, dernière morsure souvent qu'on va connaître, c'est une morsure de douleur. Autant surtout pour le furet, en fait. Exemple que votre furet a jamais mordu, il a toujours été super fin, puis du jour au lendemain, hop, on arrive, on le prend, il mord, on le manipule d'une certaine manière, puis hop, il nous mord encore. Il y a peut-être des douleurs en quelque part. Il est en train de nous communiquer que, hop, quand tu me prends cette patte-là, j'aime pas ça, ou tu le touches sur le dos, il s'en vire, il aime pas ça. C'est vraiment des signes que notre animal va pas bien, qu'il faut vraiment être à l'écoute de son animal, de dire, ok, non, habituellement, il faisait pas ça, c'est vraiment pas normal. On va faire un tour chez le vétérinaire avant, dans le fond, d'aggraver la situation pour vraiment prévenir aussi les coûts parce qu'on sait tous que plus qu'on attend pour aller chez le vétérinaire, pire que la facture va être, en fait. Aussi, il faut toujours penser que ça arrive que les furets vont toujours mordre les pieds, qu'ils vont mordre les nez. Ça, c'est quelque chose qui peut être à vie. Donc, on a des furets qui adorent les nez, on a des furets qui adorent les pieds. Donc, essayez d'observer la situation. Est-ce que votre furet vous mord particulièrement les pieds parce que vous avez des bas? Est-ce qu'il préfère quand vous n'avez pas de bas? Est-ce qu'il préfère avec des souliers? Donc, adaptez-vous à la situation. Pour ce qui est des nez, donc mettez pas les furets proches de votre visage si c'est un mordeur de nez. Ça se peut qu'il soit mordeur de nez à vie, ça se peut que ça finisse par lui passer, mais c'est quelque chose qui vient avec l'animal. C'est aussi une des raisons pourquoi on recommande pas les furets avec des très jeunes enfants. Donc, c'est des animaux qui vont mordre pour toute leur vie. Ça peut faire peur aux enfants. Il y a aussi certains niveaux. Donc, les enfants sont excités, j'ose avec eux. Le furet mord. Donc, faut vraiment s'assurer que soit qu'on apprend à l'enfant à respecter l'animal correctement, ça c'est avec tous les animaux, mais particulièrement avec les furets, ou bien que l'enfant comprend que le furet peut le mordre. Et il faut toujours que ça soit sous surveillance.
Donc, c'est important aussi d'avoir un bon entretien de notre furet. Donc, il faut couper les griffes, brosser les dents, il faut faire les oreilles régulièrement. Donc, pour couper les griffes, il faut s'assurer vraiment d'utiliser un coupon, soit pour animal ou pour humain, donc quelque chose qui est adapté. Il faut les couper régulièrement aussi parce que des griffes qui sont trop longues, c'est très accrochant. Les furets peuvent se blesser. Ils peuvent aussi là, avoir des problèmes au niveau des pattes. Donc, un furet qui va marcher avec les griffes trop longues, trop souvent, ça peut créer des malformations au niveau de ses pattes. Donc, c'est vraiment important d'avoir un entretien régulier au niveau des griffes. Puis pour les oreilles, on va les nettoyer. Quand on voit que c'est sale, on doit les nettoyer. On utilise un produit qui est sans alcool le plus doux possible. Donc, on suggère souvent le Duxo qui est vendu en vente libre, mais chez le vétérinaire. Pour les nettoyer, on va éviter d'utiliser les cotons-tiges parce que ça peut pousser la saleté à l'intérieur, comme pour nous. Donc, on va utiliser la petite solution sans alcool qui est non irritante, puis on va utiliser un petit tampon démaquillant. Aussi, c'est très important de faire l'entretien des dents. Donc, on va utiliser soit une petite brosse à dents pour bébé, une petite brosse à dents pour animal. Ça peut même être un papier surtout qu'on va utiliser pour aller frotter les dents. La partie qui est vraiment la plus importante au niveau de l'entretien des dents, c'est d'utiliser un dentifrice pour animaux enzymatique. Donc, les enzymes vont venir faire le travail au niveau où nous, on n'est pas capable d'aller brosser. Donc, un dentifrice qu'on recommande beaucoup, c'est le Virbac enzymatique au poulet. Vous pouvez le trouver en ligne, mais aussi chez le vétérinaire sans ordonnance. Pour faire les griffes, les oreilles, les dents, le plus facile, c'est de commencer par donner une gâterie. Moi, je donne de l'huile de saumon aujourd'hui à pâte d'ours. Et voilà. Donc, pendant qu'elle est occupée à lécher sa gâterie, ça me permet de lui couper les griffes. Donc, quand on va couper la griffe, on va regarder où la petite veine se trouve. Puis, on va couper juste devant. Si on coupe la veine, ça va saigner. Voilà. Donc, on voit que pâte d'ours, ça tremble un petit peu. C'est parce qu'on vient de la réveiller. Il y a certains furets aussi qui vont avoir cette réaction-là. Quand ils ont une gâterie, quand ils vont se lécher, ils vont trembler. Donc, pour faire les oreilles, on donne aussi une petite gâterie. On vient déposer une petite goutte de liquide dans l'oreille. Puis, on va frotter doucement avec un petit lingette. Comme ça ici. Voilà. On peut s'assurer que les plis sont le mieux nettoyés possible. C'est normal de voir du sébum puis un petit peu de couleur orangée, brune. Par contre, si ça ressemble un petit peu plus à du grain de café moulu, si votre furet a tendance à énormément se gratter les oreilles, on vous conseille d'aller faire un tour au vétérinaire pour surveiller la présence de mythes d'oreilles. Donc, parfois, là, les furets vont avoir des mythes d'oreilles puis ça paraîtra même pas. Ils vont avoir les oreilles super propres, mais parfois, ils vont avoir les oreilles excessivement sales ou ils vont se gratter beaucoup. Là, on va prendre une petite quantité de pâte à dents sur la brosse à dents. Puis, on va aller frotter les dents doucement. Et voilà. Ça fait de bien faire tous les côtés. Et voilà. Souvent, quand on adopte un furet, on se dit, c'est tellement cute, je vais m'en prendre un deuxième, puis un troisième. C'est toujours à penser dans le sens que, est-ce que j'ai les sous, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'espace aussi? Parce que dès qu'on adopte un deuxième furet, il faut toujours se dire, est-ce que l'intégration va bien se réussir?
Souvent, on se fait demander au refuge, je veux un deuxième furet, je vais amener mon furet, on va vraiment les tester, voir si ça fonctionne. La réponse est non, dans le sens que nous, au refuge, on veut vraiment avoir tous nos furets qui rentrent doivent subir une quarantaine, en fait. Puis ensuite, dès que vous allez l'intégrer dans la maison, en fait, votre deuxième furet, peut-être que ça ne fonctionnera pas parce qu'au refuge, il va y avoir une réaction. Vous allez arriver à la maison, vous allez avoir une toute autre réaction. Donc, on va vous donner en fait quelques points vraiment pour bien arriver à avoir une belle intégration, pour au moins le réussir le plus possible parce que veut pas, un furet rationnel vivant à part, il peut très bien avoir des réactions différentes entre chaque individu. Donc, premièrement, lorsqu'un nouveau furet arrive à la maison, on va vouloir faire une quarantaine d'au moins 2 semaines. Durant ces 2 semaines-là, les deux furets n'auront aucune interaction entre eux. On veut les avoir même dans des pièces séparées si possible. Et on veut aussi que le nouveau furet ait vu un vétérinaire pour s'assurer de son état de santé. Cette quarantaine a vraiment pour but d'éviter la transmission de maladies, de parasites. Donc, c'est vraiment important de faire ça. Ensuite, on va pouvoir faire l'échange des dodos. Donc, on va prendre des doudous qui ont pris l'odeur des deux furets, puis on va les échanger dans leur cage afin qu'ils puissent s'acclimater lentement à l'odeur du nouveau furet. Finalement, on va pouvoir les faire rencontrer dans un terrain neutre, soit une pièce qui n'est pas utilisée habituellement par eux, ou bien un parc Marshall à l'extérieur. Durant cette rencontre, on va vraiment superviser de près les interactions. C'est normal qu'ils veulent établir une certaine hiérarchie, un envers l'autre, se battre un peu. On surveille, on les laisse faire tant qu'il n'y a pas de sang, de gros cris ou de sels de peur qui sont faits par un des deux furets. Donc, finalement, il va vraiment falloir s'assurer que les furets s'entendent vraiment bien avant de penser de les laisser sans surveillance. Ça peut prendre, tout ce processus-là peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Donc, il faut vraiment être certain qu'ils s'entendent bien. Des fois, vous n'êtes pas tout à fait sûr si le comportement est adéquat ou non. Vous pouvez toujours prendre des vidéos ou des photos, en fait, surtout des vidéos, en fait. Puis nous, on va pouvoir vous dire, non, ça fonctionne, ou oui, ça pourrait être vraiment en bonne voie, ça fonctionne bien. Dès qu'on voit aussi qu'on a réussi toute cette étape d'intégration-là, ça va bien, on se dit, hey, là, je suis prêt à les mettre dans la même cage, on peut y aller. Il faut être sûr vraiment à 200% que ça va bien. Dans le fond, dès que tout ça va bien, on arrive, puis on peut vraiment les mettre dans la même cage. On va vraiment aller, par exemple, sur les heures de dodo, dans le sens que, bon, ben, dans l'après-midi, ils sont fatigués, on va les mettre dans la même cage pour dormir. Nous, on est à la maison, fait que jamais il arrive quoi que ce soit, on peut intervenir. Fait qu'on va vraiment répéter ça plusieurs fois avant de se dire, OK, c'est beau, il reste en cage. Nous, on recommande vraiment une bonne semaine. Dès qu'on voit qu'on fait ça plusieurs fois par jour, ça va bien, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de caca, rien, ben tant mieux. On veut vraiment dire, bon ben c'est beau, l'intégration est complète. On peut vraiment partir en toute quiétude. Mais ce qui est vraiment le plus important à se rappeler, c'est que chaque furet est indépendant. Il faut toujours se dire, dès qu'on adopte un deuxième furet, ça se peut fort bien que ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment se dire, bon, ben, est-ce que je suis prêt à avoir une deuxième cage, un deuxième temps, en fait, pour eux autres, se dire, bon, ben, le premier, je vais passer du temps avec lui, mais aussi le deuxième, avoir un roulement aussi, dans le fond, d'espace. Donc, qu'on se dit, bon, ben, moi, je veux vraiment que mon furet ait tout l'appartement qui est libre. Bon, ben, c'est un premier va sortir dans l'après-midi, c'est le second. Donc, c'est vraiment tous des points qu'il faut vraiment réfléchir consensueusement avant de se dire, je m'adopte un deuxième furet. En Amérique du Nord, les furets sont considérés âgés à partir de 3 ans. Donc, à partir de 3 ans, c'est là où on va voir l'apparition des maladies dites de vieillesse. Les 3 maladies les plus fréquentes vont être la maladie des glandes surrénales, l'insulinome et le lymphome. À partir du moment où votre furet a plus de 3 ans, c'est important de vraiment être à l'écoute du furet puis de surveiller pour l'apparition des symptômes de ces 3 maladies-là. C'est important aussi de faire des visites beaucoup plus fréquentes chez le vétérinaire pour être capable de détecter rapidement les maladies. Entre autres, là, de prendre des prises de glycémie, faire des palpations, etc. pour être capable de voir rapidement si quelque chose cloche. La maladie des glandes surrénales, le symptôme le plus visible qu'on va voir, ça va être la perte de poils. Mais on parle d'une perte de poils beaucoup plus importante que la mue. La peau va se dénuder complètement. Il y a aussi des symptômes qui sont reliés au sexe de l'animal. Par exemple, la femelle va avoir la vulve enflée. Elle pourrait avoir aussi des sécrétions de la vulve colorée ou non. Le mâle, quant à lui, peut avoir des difficultés à uriner parce que les tumeurs sur les glandes surrénales vont bloquer ses voies urinaires plus facilement. La maladie des glandes surrénales est soignée de 2 façons, soit par un implant d'hormones qui vont venir aider à masquer les symptômes et rendre le furet plus confortable. Malheureusement, ça ne peut pas se guérir, mais on peut rendre le furet plus confortable. Donc, l'implant
lui est à répéter à tous les 2 ans à peu près. 12 à 18 mois en général que l'implant va faire effet. Sinon, l'autre solution, souvent, ça va être les injections de Lupron qui, elles, sont plus fréquentes au début et ça se passe au fil des traitements. Puis on parle à peu près une injection à tous les 30 jours environ. Effectivement. La deuxième maladie la plus commune, c'est l'insulinome. C'est aussi appelé le cancer du pancréas. Cette maladie-là, c'est un petit peu comme le diabète. Les furets vont faire de l'hypoglycémie. Donc, les symptômes qu'on va remarquer, ça va être une faiblesse générale, une incoordination. Souvent, chez les furets, ce qu'on va voir, c'est que les pattes arrière vont avoir de la difficulté. Donc, le furet va tibuter, il va se promener, il va avoir beaucoup d'incoordination. Il va avoir aussi des maux de cœur qui vont se voir, en fait, parce que le furet va avoir une hypersalivation. Il va aussi gratter son palais. Il va aussi avoir plus de frissonnement souvent chez le furet qui fait de l'hypoglycémie. Comment on fait pour déterminer aussi vraiment que le furet a cette maladie-là? C'est par une prise de glycémie au vétérinaire. Comme j'expliquais au début, vous devriez faire des visites plus fréquentes chez votre vétérinaire quand le furet est âgé. En faisant des prises de glycémie, vous allez pouvoir rapidement voir si le problème commence à se déclencher. Comment on va traiter la maladie de l'insulinome? En fait, c'est en donnant de la cortisone. Puis, comme chez les diabétiques, c'est très important d'être excessivement rigoureux. Donc, la cortisone va se donner aux 12 heures pour le reste de la vie du furet. Et le dosage peut changer là, à travers la vie du furet. Donc, ça peut commencer plus bas, ça peut monter, ça peut aussi baisser. Donc, il faut toujours là, surveiller comment semble aller notre furet. On peut aussi penser qu'il faudrait nourrir notre furet plus régulièrement, vérifier s'il se nourrit bien. Et aussi peut-être demander à notre vétérinaire de nous prescrire du sucrate, en effet, pour protéger l'estomac. Oui, effectivement. C'est vraiment important, là, un furet qui a l'insulinome qui soit capable de manger là, aux 4 heures parce que c'est ça qui lui permet de réguler sa glycémie. Sinon, la troisième maladie la plus répandue, c'est vraiment les lymphomes. Donc, les lymphomes, ça va se voir en fait parce que les furets vont avoir les ganglions lymphatiques enflés. Sinon, les symptômes sont quand même assez variés. Donc, il peut y avoir de l'incoordination, il peut y avoir des difficultés respiratoires, etc. Malheureusement, le lymphome, c'est celui qui est vraiment le plus difficile à gérer. Ça va être de la cortisone qui va être donnée, mais ça va vraiment être un traitement palliatif. Donc, le but, ça va juste être de conserver le furet confortable le plus longtemps possible. Donc, c'est important de faire des visites souvent chez votre vétérinaire. C'est important aussi d'être très à l'écoute et d'observer beaucoup votre furet pour être certain là, de déceler tout ce qui cloche très rapidement. Les changements de comportement, les changements dans l'alimentation, les changements dans ses habitudes. C'est bon. On vient juste en fait de vous parler des 3 maladies qui sont les plus communes en fait chez les furets âgés, mais il ne faut pas négliger en fait d'avoir un bon vétérinaire qui est spécialisé dans le furet, puisqu'un accident peut vite arriver, mais c'est aussi à tout stade de vie que ça peut arriver. Donc c'est vraiment le plus important d'avoir un vétérinaire qui se spécialise dans le furet. Donc c'est pas un vétérinaire qui fait juste du chat, du chien. Il faut vraiment avoir le vétérinaire qui connaît le furet, qui a l'œil pour voir qu'est-ce qui peut clocher plus rapidement en fait. Donc, c'est vraiment important d'être préparé d'avance, de savoir où se rendre, de ne pas attendre d'avoir une urgence avant de chercher un vétérinaire. Donc, c'est important d'avoir l'adresse, le numéro de téléphone dans votre cellulaire, puis savoir qui prend les urgences. De plus, c'est vraiment important d'avoir un coussin financier d'à peu près 1000 $ par furet, parce que ça coûte cher, puis ça arrive tout de suite, et il faut être prêt quand ça arrive. Pour vous donner un exemple, en fait, nous, au refuge, c'est déjà arrivé qu'on a un furet qui avait des pierres au rein. Donc, on a dû le faire opérer en urgence et c'est une facture de plus de 2300 $ qui nous a été présentée suite à l'opération. Donc, souvent, les gens ont l'impression qu'on exagère puis que on dit que ça prend beaucoup trop là, de sous de côté et tout. Mais un furet, quand c'est malade, bien souvent, c'est en urgence puis ça peut pas attendre. Donc, comme Stéphanie vous a expliqué, il faut savoir où aller, il faut avoir l'argent préparé. Puis, ça peut arriver n'importe quand. Pas nécessairement seulement chez les furets de plus de 3 ans. Là, ça peut arriver à n'importe quel stade de vie. Il faut être préparé, il faut avoir le numéro du vétérinaire, savoir où se déplacer puis avoir les sous pour traiter notre furet.
Comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de choses à savoir pour s'occuper adéquatement de son furet. Malheureusement, les gens vont souvent prendre leur information un peu partout et ce n'est pas tout le monde qui va être capable de vous donner les informations adéquates. Souvent, les sites web ou même parfois les commis en animalerie ne vont pas avoir nécessairement une information qui a été mise à jour parce que les connaissances sur le furet, ça évolue, ça change beaucoup. On va retrouver là, des livres qui ont été publiés il y a quelques années qui vont donner des informations qui maintenant, on sait qui sont complètement fausses. Donc, c'est vraiment important de s'assurer de prendre votre information au bon endroit et de prendre votre information à plusieurs places pour être capable de vous faire votre propre idée. Donc, assurez-vous de rejoindre des groupes de passionnés de furet, de suivre des pages de refuge et d'être capable vraiment de bien cibler l'information pour être bien informé et donner les soins adéquats à votre furet. Aussi, la dernière question, souvent qu'on se fait toujours proposer en numéro 1, c'est un furet, ça pue. Oui, un furet, ça a une odeur. Ça a une odeur qui est dite musquée, mais honnêtement, il y a plusieurs moyens de pallier ça. Tout le long, dans le fond, de cette vidéo-là, vous avez plusieurs points. Autant l'alimentation, les gâteries, les soins, en fait, à la cage qu'on va donner. Exemple, qu'on nettoie pas les dodos assez souvent, qu'on a les dodos depuis un mois. Oui, le furet va sentir parce qu'il va avoir mis son odeur, en fait, dans la cage. Une nourriture aussi de mauvaise qualité va donner aussi une odeur vraiment plus forte, autant au sel que, dans le fond, au furet. Dernier point aussi qu'on pourrait dire, c'est la litière. Les gens disent, ben moi, je fais la litière une fois par semaine. Ben, c'est normal aussi que ça sente. C'est le même principe qu'avec un chat, en fait, à la maison. Vous faites jamais la litière, ça va vraiment sentir. Donc, dès qu'on règle ces 3 points-là, honnêtement, on a vraiment un furet qui sent à peine. Un animal aussi qui peut être gros stressé, qui est gros manipulé aussi, va sentir un peu plus fort aussi. Donc, jamais vous avez un animal qui est non stressé, que vous faites la cage à toutes les semaines, que vous nettoyez la litière à tous les jours, que vous donnez une nourriture de qualité, vous allez avoir un furet qui ne sent quasiment rien du tout. En plus, on a souvent aussi le point des bains. Donc, les gens pensent que le furet doit être nettoyé souvent pour avoir une bonne odeur. Au contraire, le fait de nettoyer le furet va venir retirer son huile qu'il produit naturellement. Et plus on retire l'huile, plus il y a une production de cette huile-là qui va être faite, qui a une odeur musquée. Donc, donner des bains au furet le moins possible et surtout ne pas utiliser des produits qui sont agressants, donc pas de shampoing, des choses comme ça va vraiment venir rendre la peau trop sèche et produire encore plus d'huile, donc sentir encore plus fort. Il faut penser qu'un furet, ça a une odeur, un chat a une odeur, un chien a une odeur, mais souvent, là, les gens pensent que l'odeur va sentir comme une moufette. C'est vraiment, c'est exagéré. Là. Ça a une odeur, un furet, mais c'est pas horrible. Même que les passionnés de furet vont vous dire que nous, on adore sentir nos furets, on trouve que ça sent bon. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre page Facebook ou sur notre page Instagram. Avec toutes vos questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bye.